C'est un plaisir de vous retrouver à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Les grandes articulations. Atteinte des objectifs de développement durable, la Guinée n'est pas à la traîne. Le rapport national volontaire 2026 est enfin disponible. L'heure est à la validation. La rencontre est présidée par le Premier ministre. On s'intéresse à la bague de mariage, une des preuves de la vie en couple, mais est-ce suffisant pour exprimer la garantie d'une union? Entre autres interrogations à suivre dans cette édition. Culture, nous sommes en 2026. La Guinée pense déjà aux futures générations. Cela passe par la sauvegarde du patrimoine culturel national. Un recensement vient d'être activé. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Validation politique du rapport national volontaire 2026 sur les objectifs de développement durable. Le chef du gouvernement préside la rencontre. Elle a permis d'évaluer les progrès de la Guinée dans la mise en œuvre des ODD, d'identifier les défis persistants et de privilégier les données au service du capital humain et du développement social. Ali Kamara, compte rendu. À l'heure où le monde accélère la course vers les objectifs de développement durable, la Guinée marque une nouvelle étape. Sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, le rapport national volontaire 2026 est soumis à la validation politique, un exercice de vérité et de responsabilité. Ici, les acteurs évaluent le chemin parcouru et préparent les prochaines étapes. Pour les Nations Unies, ce rapport dépasse le simple cadre technique. Il traduit l'engagement de la Guinée à bâtir des politiques publiques fondées sur les résultats, la transparence et la redevabilité. Ce qui m'a interpellé le plus, c'est la lucidité et la détermination avec laquelle le gouvernement dit que c'est de leur responsabilité de justement réussir ces changements. De l'autre côté, on vous promet, Monsieur le Premier ministre et tous les ministres ici présents, l'accompagnement non seulement du système des Nations Unies, mais de tous les partenaires techniques et financiers pour réussir à mettre en place et exécuter les politiques sectorielles qui vont permettre de continuer à avancer sur les ODD. Le document met en lumière les avancées enregistrées sans occulter les défis qui demeurent. Grâce à des données complètes et fiables, le pays dispose désormais d'outils d'aide à la décision plus performants. La cérémonie de ce jour révèle d'une portée beaucoup plus profonde. Un rapport national volontaire n'est pas un document destiné aux Nations Unies, mais c'est d'abord un acte de responsabilité nationale. C'est un acte de transparence, c'est un acte de souveraineté, c'est le miroir que notre nation choisit de se tendre afin d'apprécier avec lucidité des progrès accomplis, mais aussi d'identifier les défis qui demeurent et de mieux orienter les décisions publiques pour les années à venir. Le gouvernement poursuit les efforts engagés dans les secteurs sociaux, santé, vaccination, nutrition, protection des plus vulnérables. Autant de domaines où les efforts se renforcent progressivement pour construire un développement plus inclusif. Il faut que nos statisticiens soient en mesure de calculer et de vérifier l'effet Gini sur l'ensemble du territoire national qui nous permettra de jauger des équilibres et des inégalités sur l'ensemble du territoire. Parce que l'inégalité est la principale source de frustration. Et donc, il nous faut des mesures, j'allais dire claires, nettes, donnant des orientations aux gouvernants pour savoir ce qu'il faut faire pour ne pas aller simplement à l'emporte-pièce ou selon le feeling dans des politiques qui peuvent être généreuses mais qui peuvent s'avérer aussi inefficaces s'ils ne s'appuient pas sur des données tangibles. Beaucoup de choses restent à faire et nous allons nous y atteler avec bien entendu la bénédiction et l'aide de nos partenaires. La question de l'énergie, c'est le point faible. Et nous allons nous y atteler le plus rapidement possible parce que c'est un point faible et il n'est pas normal que la Guinée ait des problèmes sur les aspects énergétiques. Mais il faut repenser le modèle économique pour permettre à nos concitoyens, à l'orée de 2030, d'être dans un contexte où l'accès à l'électricité ne sera plus un privilège, mais ce sera presque
un droit. Valider un rapport national volontaire, ce n'est pas seulement dresser un bilan, c'est renouveler un engagement, celui d'une Guinée qui avance avec méthode, d'une Guinée qui place l'humain au cœur de son développement et d'un gouvernement résolument engagé à transformer les ambitions du programme 2030 en résultats concrets au bénéfice de chaque citoyen. Modernisation de l'administration publique, les agents chargés de l'accueil et du protocole sont au cœur du dispositif. La formation est ouverte ce lundi même, une semaine de remise à niveau avec l'appui technique de Cirjus de Paris. Mamadi Ternaka Misoko. Offrir un accueil professionnel, valoriser les règles du protocole et renforcer l'image de l'administration publique. C'est l'ambition portée par le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique à travers l'École nationale d'administration de Guinée. Avec l'appui technique des Cirjus de Paris, cette formation réunit les agents des services d'accueil et du protocole des départements ministériels et des institutions de la République autour d'un même objectif, faire de l'accueil un standard de l'administration guinéenne. Former nos agents à l'accueil et au protocole, c'est renforcer l'image et la crédibilité de nos institutions. C'est aussi donner à chaque usager du service public la preuve tangible, plausible d'une administration guinéenne exigeante, professionnelle et tournée vers l'avenir. Vous qui représentez aujourd'hui beaucoup de ministères et d'institutions de la République de Guinée, l'accueil n'est pas une simple formalité, c'est la souveraineté en acte. Durant cette semaine, nous aborderons les fondamentaux de l'État, l'éthique républicaine, le protocole ainsi que les techniques de communication et de gestion de relations. Placée sous le thème Excellence, accueil et protocole, cette initiative traduit la volonté des autorités de bâtir une administration plus performante et plus professionnelle. Aujourd'hui, nous lançons un grand programme de formation qui va permettre aux agents des services d'accueil d'être outillés sur, n'est-ce pas, les techniques, les standards les plus élevés en matière d'accueil, en matière d'orientation, en matière d'information, en matière de traitement de services protocole pour les usagers qui viennent solliciter les services publics dans nos ministères. L'un des moments forts de cette session de renforcement de capacité est la remise de 2 diplômes d'honneur et la médaille d'or de Cirjus de Paris au ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique et au haut commandant en second de la gendarmerie nationale en reconnaissance de leur engagement en faveur de l'excellence dans le service public. Au forum économique de Face Meknes au royaume chérifien, la Guinée est valablement représentée par le président de la Chambre de commerce avec 77% des voix. Mamadou Baldé devient ainsi le nouveau président de l'Afrique de l'Ouest au sein de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie pour un mandat de 2 ans. Abdul Karim Kamara. Le forum de Fès aura été un levier stratégique majeur pour la Chambre de commerce de Guinée d'intégrer des réseaux de décision et partager des expertises. En marge des travaux, la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie tient son assemblée générale. Une occasion pour celle-ci de renouveler ses instances. À l'arrivée, la Chambre de commerce de Guinée rafle la vice-présidence de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un engagement vis-à-vis du secteur privé guinéen. La Chambre de commerce est déterminée pour aller en avant. Ce qui fait qu'à chaque fois, partout où la Chambre de commerce a une responsabilité de déplacement, il a obligation de résultats. Nous reconnaissons la considération, la facilitation, l'appui que le gouvernement et le président Mamadi Doumbouya accordent au secteur privé. À l'issue du scrutin, Mamadou Baldé a été élu avec 77% des voix. Une élection qui devrait permettre à la Guinée de stimuler son commerce intra-africain, de défendre les intérêts du secteur privé et d'accélérer son intégration économique à l'échelle continentale. Ça prouve encore une fois la considération, le respect et l'amitié et l'amour que les autres pays ont pour la Guinée. Encore une fois, la Guinée a été grandie à travers la Chambre du commerce de Guinée. Il faudrait vraiment que sur notre plan d'action, qu'on puisse tenir compte des différents problèmes qu'on va retrouver dans chacune des zones, en plus des problèmes qu'on va retrouver partout. Le plus important, c'est qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse lobbyer
auprès des gouvernements, auprès des institutions internationales pour pouvoir rapporter des choses au secteur privé et aux entreprises de nos différentes régions. Basée à Addis Abeba, la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie a pour organe suprême l'Assemblée générale, qui réunit les chambres de commerce et d'industrie nationales de 42 pays africains et s'appuie sur 4 sous-régions du continent. De Fès Meknès au Maroc, retour en Guinée et en France à Farana, assemblée consulaire de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat. Au menu, l'évaluation des activités réalisées et l'examen des défis qui se pointent à l'horizon. Par la suite, les participants sont édifiés sur les perspectives. Ibrahima Oulin Fofana. Dans la salle de conférence du siège de cette chambre régionale de Farana, autorités administratives, démembrement de la dite institution niveau région en face de la mission de supervision. Ici, des échanges entre le bureau national et les antennes préfecturales de la région administrative de Farana sont faits autour des actions précédentes. La Chambre de commerce, d'industrie et artisanat de Guinée constitue un maillon essentiel du développement économique de notre pays. À travers son réseau structuré au niveau régional, préfectoral, communal, elle assure la représentation, la promotion et surtout la défense des intérêts des opérateurs économiques guinéens. Votre assemblée se tient à un moment où le gouvernement, à travers le programme ambitieux, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a mis le commerce, industrie et artisanat dans les piliers clés du programme Simandou 2040. Cela prouve une ambition. Pour sa matérialisation, il faut une organisation, il faut une restructuration, il faut des initiatives. Cette assemblée régionale consulaire est également une occasion pour le premier secrétaire élu de la Chambre nationale de rappeler aux participants les attentes de la dite institution. Aujourd'hui, nous constatons à travers les marchés centraux qu'il y a l'augmentation des prix de façon vraiment anarchique. Et cela n'honore pas notre État. La deuxième des choses, il y a souvent l'incendie dans nos marchés. Cela constitue des pertes énormes pour nos populations, pour les commerçants. L'objectif principal, c'est justement les échanges entre le Bureau national et les chambres régionales pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait au cours de l'année, le rapport d'activité par leur plan d'action, mais aussi entre eux-mêmes pour savoir leurs préoccupations. Dans la dynamique, l'ensemble des acteurs de cette chambre veulent harmoniser les efforts vu que le secteur de commerce, d'industrie et d'artisanat constitue le socle de l'économie. Sur le terrain, une équipe du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, la pénétrante nord de Samatran, accueille la délégation. Principale instruction, accélérer les travaux, mais surtout lever les contraintes, s'il y en a bien sûr, et une manière d'évaluer l'état d'avancement du chantier. Maïmouna Beladialo, Mohamed Nkoya Kamara. Longue de 11 km, la pénétrante nord est un projet structurant pour la mobilité urbaine. En 2x2 voies, elle s'étend de Sonfonia T7 jusqu'au PK11 et comprend 3 ponts totalisant 100 mètres ainsi que 18 ouvrages hydrauliques. Les travaux sont actuellement concentrés sur un premier tronçon de 4 km confié à l'entreprise Guiter Group avec un financement déjà mobilisé. L'emprise de 40 mètres prévue pour l'infrastructure est par endroits occupée par des ouvrages d'EDG, de la SEG et de la fibre optique. On a réussi nous-mêmes en partenariat avec le maître d'ouvrage pour libérer l'emprise au niveau de démolition des maisons, ou bien des logements, des constructions générales. Parmi les décrépissements, donc on a libéré pour les 4 km, mais on a aussi les lignes électriques, donc les réseaux EDG, ainsi que les réseaux de fibre optique, aussi le réseau de SEG. Il y a donc des forages même se trouvent dans notre emprise au niveau de PK10 et PK11. Nous sommes là dans le cadre de l'étude de déplacement des ouvrages de EDG qui impactent l'évolution des travaux. Nous faisons l'évaluation de nos ouvrages qui impactent et remonter l'information afin que les dispositions idoines soient prises. Le directeur national de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire relève des écarts par rapport au plan d'aménagement et appelle à un renforcement de la coordination entre les acteurs. Ce qu'il faut reconnaître ici, nous sommes en train de lutter contre le temps. Et les activités de ce site-là sont, je peux dire, au ralenti.
Mais la mission que nous nous sommes assignés aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait un suivi rapproché pour que vraiment ce projet puisse devenir une réalité pour la population. Ainsi, des réunions de concertation pourraient être organisées dans les prochains jours entre les services techniques et les entreprises impliquées. Objectif, lever rapidement les contraintes et accélérer la poursuite des travaux. On enchaîne avec ce communiqué du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Communiqué à l'attention des populations des communes concernées. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire informe l'ensemble des citoyens que, dans le cadre des opérations d'assainissement urbain, de prévention des inondations et de sécurisation des ouvrages de drainage, une vaste campagne de libération des emprises de passage d'eau, caniveaux et autres ouvrages d'évacuation des eaux pluviales est actuellement en cours dans plusieurs communes. À cet effet, toutes les installations, constructions, occupations, dépôts de matériaux, commerces et autres encombrements physiques identifiés et préalablement marqués par les services techniques compétents de l'État devront être libérés sans délai par leurs occupants, propriétaires ou exploitants. Cette opération d'intérêt public vise notamment 1. Assurer le libre écoulement des eaux pluviales. 2. Prévenir les risques d'inondation ainsi que les pertes en vies humaines et les dommages matériels. 3. Protéger les infrastructures et équipements publics. 4. Préserver l'environnement et améliorer durablement le cadre de vie des populations. Le ministère invite en conséquence toutes les personnes concernées à faire preuve de civisme, de responsabilité et d'esprit citoyen en procédant volontairement au dégagement des emprises concernées avant le démarrage des opérations de démolition et d'évacuation forcée. Il est rappelé que tout refus d'obtempérer ou toute entrave à l'exécution de cette opération expose son auteur aux mesures prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les autorités administratives locales, les collectivités territoriales ainsi que les services de défense et de sécurité sont instruits de veiller à l'application rigoureuse du présent communiqué. Le gouvernement sait pouvoir compter sur la compréhension, la responsabilité et le patriotisme de chacun pour assurer le succès de cette opération d'utilité publique visant à protéger les populations et leurs biens. Fête à Conakry le 22 6e mois 2026, le ministre M. Mohamed Lamine Sissavani. Adaptation au changement climatique. La question financière devient incontournable dans la résilience du pays face au phénomène. Pendant ce temps, une étude stratégique est réalisée. Place maintenant à la validation. Fodé Alpha Kamara. Après 3 jours d'intenses activités, de consultations et d'analyses dans le cadre du projet de mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique de l'Ouest et du Centre, PACO, la question du financement des projets d'adaptation au changement climatique s'impose comme un enjeu majeur. C'est dans ce contexte qu'est organisé l'atelier de validation de l'étude sur la mise en place d'un système national de financement de l'adaptation au changement climatique en Guinée. La mise en place d'un système national de suivi des financements d'adaptation n'est pas qu'une simple formalité administrative. C'est une étape stratégique pour notre souveraineté climatique. Un tel système nous permettra le renseignement du système de mesure, de rapportage et de vérification de la contribution déterminée au niveau national à travers des données désagrégées sur les financements de l'adaptation. Pour parvenir à des conclusions pertinentes, consultants, acteurs du secteur ainsi que les représentants des institutions publiques et de la société civile examinent différents livrables constituant des documents de référence sur les données techniques et financières liées à l'adaptation au changement climatique. Ces différents livrables, c'est de voir quelle est la situation de l'adaptation au changement climatique, le financement, quel est le mécanisme mis en place par l'État pour suivre les financements liés à l'adaptation en Guinée et comment les partenaires, les acteurs sont en train de vivre et quel est leur besoin en renforcement de capacité pour pouvoir remonter toutes ces informations
à temps voulu. Les recommandations que j'ai faites, c'est surtout d'impliquer toutes les parties prenantes, notamment les ONG, pas qu'elles fassent juste office de partie prenante, mais qu'elles soient au cœur de ce processus. Cette étude approfondie vise à mieux identifier les indicateurs nationaux ainsi que les partenaires financiers, tout en intégrant les recommandations issues des différentes évaluations réalisées. Environnement toujours, protection des côtes guinéennes. Un plan de gestion intégré de la zone marine et côtière est en gestation. Pour son élaboration, le dialogue s'installe déjà. Le processus se veut inclusif. Une nouvelle étape vient d'être franchie. Mamadou Alpha Baldé, spécialiste maison. S'étendant sur plus de 300 km, le littoral guinéen est une artère vitale pour l'économie nationale. Pourtant, entre érosion côtière, exploitation non durable et pression urbaine, cet écosystème est plus que jamais fragilisé. Pour inverser la tendance, le gouvernement guinéen mise sur la participation et l'implication de tous les acteurs. C'est tout l'enjeu de ce dialogue national, véritable carrefour d'échange autour de l'élaboration du futur plan de gestion intégrée de la zone marine et côtière. Nous avons regroupé 14 ministères, plus des directions techniques du ministère de l'Environnement et du Développement durable et d'autres acteurs qui évoluent sur l'espace marin et côtier et pour contribuer chacun dans son domaine, des activités anthropiques ça et là, l'empiètement sur le domaine public maritime, et tout ce que vous savez comme problématique dans cet espace marin et côtier guinéen qui est vraiment une potentialité à protéger, à préserver pour une durabilité afin de concilier le développement avec la protection de l'environnement. Pendant ces sessions, acteurs du tourisme, experts scientifiques et autorités locales ont passé au crible les défis spécifiques à chaque zone. Les échanges ont également mis en évidence l'importance stratégique du littoral guinéen pour le développement économique, la sécurité alimentaire, la conservation de la biodiversité et le bien-être des populations. Il témoigne de la volonté collective des acteurs nationaux de construire une vision partagée pour un développement durable, inclusif et résilient du littoral guinéen. Harmoniser les usages, renforcer la résilience face au changement climatique et encadrer les activités industrielles demeure le principal objectif de ces journées d'échange. Un peu plus loin, à Kankan et Kérouané, formation sur les outils de vulnérabilité. La formation se fait en simultané au centre de réflexion, la question de handicap. Diamokaba. La maîtrise des outils de vulnérabilité sociale est un besoin essentiel pour appliquer la volonté politique au sein des communes. À Kankan, l'Agence nationale de financement des collectivités retrouve ses manches dans la lutte contre les inégalités. En facilitant ces échanges, ce bras opérationnel du ministère de l'administration du territoire fédère des énergies pour combiner performance et niveau de protection sociale élevé. Nous avons initié cet outil qui va prendre en compte les actions des personnes vulnérables. À travers ce outil-là, si leurs actions ne sont pas dans le PDL, ça va permettre d'intégrer les actions dans le PDL. Maintenant, l'ANAFIC a décidé, à travers le ministère de l'administration du territoire, de ne jamais oublier chaque citoyen a son compte dans le PDL, dans les PAI, que nous élaborons dans nos collectivités pour financement. La feuille de route est claire à Baté. Répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité. Elles sont désormais au cœur des priorités des collectivités pour faire face aux défis contemporains de la gouvernance locale. Cette formation nous permet à notre tour, à notre retour, de faire une démultiplication afin d'intégrer ces aspects dans nos programmes de développement local. C'est de définir des actions adaptées, des actions répondant aux besoins de ces personnes vulnérables que nous devons mettre dans les plans de développement local et le PAI de chaque collectivité de la région.
De Kankan, même lueur d'espoir à Sanakoro, la cité samourienne. Les mêmes thématiques sont abordées à Kerewane pour avoir un statut et une protection sociale. Partout, les acteurs sont plus que jamais galvanisés. Un pas en avant au moment où la compréhension des outils de vulnérabilité sociale devient un atout majeur pour le développement et la modernisation des services publics au niveau local. Par ailleurs, enseignement supérieur, réforme curriculaire des projets, les travaux sont achevés à Conakry. En plus des départements sectoriels, le secteur privé répond favorablement à l'invitation du département en charge de l'enseignement supérieur. Mounir Bari. C'est une rencontre qui a débouché sur plusieurs réformes curriculaires qui viennent révolutionner le sous-secteur de l'enseignement supérieur, répartis au sein de plusieurs commissions techniques, notamment celle du doctorat, la licence, master du cycle ingénieur, de certification et du cadre national de diplôme, experts, cadre du département, responsables des institutions, partenaires techniques et financiers et acteurs du monde socio-professionnel ont procédé à un examen approfondi des différents outils de réforme. L'objectif, effectivement, c'est de convoquer tous les acteurs, les parties prenantes, les universitaires, le monde professionnel pour valider effectivement les outils nous permettant effectivement d'aller vers la co-construction des programmes de formation. Il s'agit de revoir le cadre global de l'enseignement supérieur, les programmes d'enseignement, mettre en place d'autres programmes innovants, ressortir des nouveaux diplômes afin de permettre aux jeunes de Guinée d'aller ensemble de bénéficier d'une formation de qualité. Ces réformes majeures opérées ces dernières années visent à renforcer la qualité des formations, harmoniser les parcours académiques et promouvoir la professionnalisation des cursus universitaires. Nous vous invitons à faire très vite pour que l'adéquation formation-emploi soit une réalité. Parce que le projet Simandou, si on ne prend garde, risque d'être un projet destiné à l'employabilité de la diaspora. Nous allons avoir en fait un observatoire national de l'insertion des diplômés qui permettra en fait de suivre en fait l'insertion des diplômés de notre pays, et à partir de là nous aurons beaucoup d'informations qui permettront vraiment de nous parfaire pour permettre aux jeunes de Guinée d'avoir plus de chances. Au terme de 3 jours de travaux intenses réalisés par plusieurs comités techniques d'experts avec le coup de pouce du programme décennal de l'éducation PRODEC et de partenaires techniques et financiers, 5 axes sont élaborés pour l'opérationnalisation du méga-projet de réforme. Et puis, dans le secteur de la défense, la coopération se renforce par la qualification des hommes en uniforme. La Côte d'Ivoire a récemment reçu la 5e promotion de l'état-major de Guinée, un voyage d'études afin de rehausser leur performance. Caporal Mabinti Keïta de la presse militaire. Grand Bassam, première et ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, a constitué la dernière étape de la visite des stagiaires de la 5e promotion de l'école d'état-major. Guidés à travers cette cité historique, les visiteurs ont découvert les principaux sites emblématiques de Grand Bassam afin de mieux s'imprégner de son histoire et de son riche patrimoine culturel. On a l'alliance Gouro-Wobé. Alors chez le boulot, par exemple, ce pagne est interdit aux femmes. Mais quand une femme qui porte cette tenue, s'il y a quelqu'un qui doit te dire enlève la tenue, c'est le mari. Mais quand le mari n'a rien dit, il a fait le tour du village avec lui, il est en train de dire à tout le monde, derrière moi se trouve la meilleure femme au monde. Pour clôturer cet exercice pédagogique en beauté, l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire a offert un dîner à la délégation. Ce moment de convivialité et de partage entre compatriotes a également été marqué par une cérémonie au cours de laquelle son Excellence Bachir Diallo a été habillé en tenue traditionnelle de la région forestière de la Guinée. Depuis le lendemain du 5 septembre 2021, le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbia, a fait de sa priorité le renforcement des liens de coopération entre nos différentes nations. À travers ses voyages d'études, à travers des ateliers de travail, et tout cela explique sa vision éclairée à s'inscrire dans une dynamique d'intégration africaine. La Guinée n'est pas en marge aujourd'hui de cette vision de l'intégration africaine. Je voudrais inviter ces officiers stagiaires ici présents, étant outillés
de toutes ces connaissances à travers ce voyage d'études, de pouvoir les intégrer dans leurs futures responsabilités pour leurs différentes nations, dans le cadre de la défense de leur patrie. Notre sincère reconnaissance au président de la République de Côte d'Ivoire pour avoir permis que ce voyage d'études se réalise. Le voyage d'études est un moment fort pour tous les stagiaires et plus particulièrement les stagiaires du cours d'état-major. Le cours d'état-major, c'est un cours, je dirais, le plus déterminant et qui marque la fin du niveau tactique pour pouvoir jouer pleinement votre rôle en tant qu'officier d'état-major. Vêtu de cette tenue traditionnelle, symbole de l'identité culturelle guinéenne, l'ambassadeur a reçu les appréciations des officiers présents qui ont salué cette initiative. Il s'agit de la première activité officielle organisée par le général diplomate depuis sa récente prise de fonction à la tête de cette représentation diplomatique et stratégique. Elle défie le temps sans perdre sa valeur symbolique. On la retrouve en diamant, en or, en argent ou en platine. Question des moyens ou de simples choix. La bague de mariage reste pour beaucoup le signe visible d'un engagement, un fait de société qui met pratiquement tous les couples d'accord. Réellement, que représente cette alliance? Participe-t-elle à la solidité de l'union? Autant de questions. La réponse dans ce grand format de Pascaline Yomalo. Dans son atelier de bijouterie, Amara Kamara, un des neveux de l'écrivain Feu Kamara Lai, façonne les matières précieuses en plusieurs modèles de colliers ou de bagues pour les hommes, tout comme pour les femmes. Parmi sa marque de fabrique, les bagues d'alliance. Ce petit bijou en forme de cercle symbolise un engagement profond et romantique entre deux personnes. C'est tout un processus pour pouvoir faire les bagues en alliance. Je vais essayer de fondre d'abord. Ça va dans les 45 ans d'existence. Deux à 3 minutes, c'est déjà prêt pour être lavé. C'est le produit fini. Du petit morceau de fer à une bague d'alliance. Pendant les préparatifs de fiançailles ou de mariage, deux personnes qui entendent s'unir pour l'éternité sont souvent à la recherche d'une bague de promesse qui résiste au temps, souvent en or ou en platine personnalisée selon leur histoire. Le port de bague d'alliance dépend de la volonté du couple. Si certains couples préfèrent s'en passer pour toute leur vie, d'autres affichent fièrement leur bague d'alliance en signe de fidélité. Au nom de la loi et par le pouvoir qui me sont conférés à ma qualité d'officier délégué d'état civil, j'unis ce soir par un lien sacré de mariage pour le mère et pour le fils, pour la vie et l'éternité. Tout en vous déclarant mari et femme, ensemble disant vive les mariés! Après avoir échangé leur consentement devant Dieu et devant les hommes, les nouveaux mariés se glissent mutuellement l'anneau au doigt. Pour eux, ces alliances sont indispensables. Cette bague m'a montré que je ne suis plus célibataire, je suis déjà à quelqu'un. Dans ce cas précis, le couple a fait le choix de ne pas porter d'alliance, une décision assumée et motivée par des considérations qui lui sont propres. Ça fait 22 ans qu'on s'est mariés et nous avons décidé dès le premier jour de ne pas porter la bague. Le fait que nous ne portons pas la bague de mariage, nous ne sommes pas contre. Parce que la bague d'alliance n'a pas de sens dans la mesure où on dit c'est pour éviter la tentation. Puisque nous avons vu des hommes mariés coucher avec les autres femmes, toujours en portant des bagues d'alliance. Tu peux porter ta bague, mais le foyer n'est pas stable.
Donc, bien que je ne porte pas la bague, je suis une femme émancipée, épanouie dans mon foyer. Par ailleurs, les responsables religieux accordent une importance particulière au symbole de l'alliance, même s'ils divergent sur sa matérialisation. Le port de la bague est important parce que dans notre tradition à l'église, puisqu'on doit faire les vœux, l'homme doit faire des vœux à la femme et la femme aussi doit faire des vœux à l'homme. Je pense que l'alliance est un symbole parce que on prie sur les bagues et on les fait porter. Les femmes portent les bagues pour prouver aux futurs courtisans qu'elle est mariée ou qu'il est marié. En islam, un homme qui souhaite épouser une femme demande son accord avant de demander la main de la femme auprès de sa famille avec les coulars et donner aussi la dot à l'épouse. C'est ça qui est recommandé pour valider un mariage. Mais le port d'une bague de mariage n'est pas une obligation en islam. Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil veille au respect des dispositions du Code civil. À ce titre, la bague de promesse n'a, du point de vue des services de l'état civil, aucune existence juridique. L'échange de bagues d'alliance est une coutume sociale. Le Code civil guinéen ne l'impose pas. Les gens mettent en tête que sans bague d'alliance, que le mariage ne peut pas avoir lieu. Non, c'est une erreur. En résumé, la bague de fiançailles est généralement offerte lors de la demande en mariage, environ 1 an avant le mariage. Mais le moment peut varier selon les couples et être choisi à l'occasion d'une date ou d'un événement symbolique. La bague de mariage ne séduit que par sa beauté, seulement le message qu'elle dégage, s'il est respecté, offre la durabilité à un couple. Par ailleurs, célébration des illustres postes présidentes de la Jeune Chambre internationale, une reconnaissance permettant de booster le développement des communautés. À Koya, l'accent est mis sur le renforcement du leadership à travers l'entrepreneuriat au sein de la couche juvénile. Aboubakar Diaby. C'est une cérémonie solennelle consacrée à la célébration des illustres postes-présidentes de la Jeune Chambre internationale de Guinée. Elle se tient ici dans la commune urbaine de Koya pour renforcer le leadership des jeunes Guinéens, tout en louant les efforts consentis par ces actrices dans l'évolution de cette structure fédératrice de jeunesse. Lorsque l'expérience et l'énergie se rencontrent, naissent les plus grande réussite. Voilà pourquoi cette célébration constitue également un moment d'apprentissage pour nous les nouveaux membres. Nous sommes venus écouter vos témoignages. Nous sommes venus apprendre de vos succès, mais aussi des défis que vous avez relevés. Chère présidente de la JCI Guinée, vous avez dirigé avec conviction, vous avez inspiré avec humilité, vous avez servi avec passion et montré que lorsqu'une femme croit en son potentiel, elle devient une source d'inspiration pour toute une génération. Ces célébrations revêtent une importance capitale pour le rayonnement de la Jeune Chambre internationale de Guinée à travers le pays. Elles constituent une tradition forte pour bâtir une stratégie fiable susceptible de booster le développement dans les communautés locales. Nous sommes réunis pour célébrer 2 symboles, à savoir la reconnaissance de celles qui ont ouvert la voie et la construction de ce qui portera nos ambitions de demain. Chacun de nous a bénéficié d'une formation, d'un encadrement ou aussi la réalisation de projets qui est un exercice important au niveau de la Jeune Chambre. Je suis fier d'être là aujourd'hui après plus de 30 ans, voir que l'organisation est en train de grandir. Il s'agit pour la Jeune Chambre internationale Koya Avenir de célébrer toute une génération de jeunes leaders. La démarche consiste à encourager l'entrepreneuriat local, la responsabilité, la formation professionnelle des jeunes pour faire face aux enjeux de développement socio-économique.
À présent, cette décision de la Haute Autorité de la Communication numéro 025 AC 2026 portant sanctions disciplinaires contre un journaliste et interdiction de 2 médias en ligne. La Haute Autorité de la Communication, vu la Constitution, vu le rapport d'écoute et de suivi des médias de la HAC par le point focal dans la région administrative de Kankan en date du 5 juillet 2026, considérant que le journaliste Mamadi Konoma Keïta, non titulaire d'une carte de presse professionnelle valide, a tenu des propos d'une extrême gravité lors de diffusion sur la web TV Konoma TV Guinée, considérant que ces déclarations survenues dans le contexte sensible de la circonscription électorale de Mandiana présentent un caractère haineux, divisionnaire et provocateur, considérant que l'exercice de la liberté de la presse comporte des devoirs et des responsabilités, considérant que l'exercice illégal de la profession sans carte professionnelle valide aggrave la violation des règles établies, considérant que les propos diffusés par le journaliste Mamadi Konoma Keïta sur le site Konoma TV Guinée sont manifestement de nature à troubler l'ordre public, viole de façon flagrante les bases du vivre ensemble et bafoue l'éthique journalistique en Guinée, après en avoir délibéré en session ordinaire le 6 juin 2026, décide article 1er. Le journaliste Mamadi Konoma Keïta, exerçant illégalement la profession, est formellement interdit d'exercer le journalisme sur toute l'étendue du territoire national pour manquement grave aux règles déontologiques et des menaces à l'ordre public. Article 2. La web TV Konoma TV Guinée et le site d'information générale www.konomaguinée.com associés à ce journaliste sont également interdits. Article 3. Le préfet et le maire de Mandiana ainsi que le point focal de la HAC dans la région administrative de Kankan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application et de l'exécution de la présente décision. Article 5. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 6 juin 2026, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo, ont siégé les commissaires, M. Fodé Bouyafofana, M. Djelimori Djobaté, M. Amadou Touré, M. Ahmed Kami Kamara, Mme Fanta Dopaogi, Madame Mariama Naïté, Madame Mariama Donzo, Madame Oumil Aïri Chérif. Pendant ce temps, réception d'un point d'eau dans la commune rurale de Kouria, préfecture de Koya. Plus de 5000 personnes sont directement touchées par cette réalisation. Un financement de la BAD. Cette remise est couplée à la clôture en différé du mois de l'enfant. Mohamed De Camara, Al-Kaliko Bele Keïta. Dans la commune rurale de Kouria, dans un passé récent, souffrait d'un manque criard d'eau potable. Aujourd'hui, le problème est en passe de trouver solution. Un point d'eau d'un réseau de canalisation de 3 km pour un réservoir d'une capacité de 40 mètres cubes est réceptionné. La réalisation de cette infrastructure d'intérêt commun a été facilitée par le projet d'investissement social de relance post-Ebola PERSIF. Lorsqu'une communauté comme celle de Kouria dispose d'une eau potable accessible, c'est l'école qui progresse, c'est la santé qui se développe, mais c'est surtout la famille, ou plutôt les familles qui en sortent vivement renforcées du point de vue de la dignité. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt donc une portée particulière. Elle marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet, mais surtout le moment où un investissement devient un service concret au bénéfice des populations. Elle illustre ce que peut produire un partenariat solide entre le gouvernement de la République de Guinée, la Banque africaine de développement. Le système d'adduction d'eau potable réalisé à Kouria est considéré par le SNAP comme un modèle réussi d'hydraulique villageoise avec une capacité de production de 40 000 litres d'eau potable au profit de plus de 5 000 bénéficiaires. Ce geste concret répond parfaitement au thème de cette édition,
garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique. Derrière cette réalisation, il y a des enfants qui grandiront dans de meilleures conditions d'hygiène, des familles dont la santé sera préservée et des femmes dont les lourdes corvées d'approvisionnement en eau seront considérablement allégées. Cet événement d'adduction d'eau potable a permis de trouver un début de solution au problème d'eau dans la localité de Kouria. Et puis cet événement qui incite au métier de la construction, il s'agit de Bulls Awards organisé par le groupe Métis Architecture, une saine émulation entre les champions locaux évoluant dans les BTP. À en croire les initiateurs, la première édition a tenu toutes ses promesses. C'est Koussouma. Valoriser les acteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, tel est l'objectif de Bulls Award Guinea. Pour cette première édition, les meilleurs talents évoluant dans la plomberie, la menuiserie, l'architecture, l'électricité, l'ingénierie ou encore la maçonnerie ont été mis à l'honneur. Ces artisans et personnels ont reçu des trophées, des certificats de mérite ainsi que des récompenses symboliques en guise d'encouragement. On a fait des nuits blanches à travailler et cela nous a permis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'être parmi les lauréats du premier prix en architecture. Donc c'est une grande fierté pour moi. Portée par Médicis Architecture, cette initiative a permis d'accompagner et de former plusieurs jeunes professionnels afin de renforcer leurs compétences et de promouvoir leur savoir-faire. Une action qui s'inscrit dans la politique de valorisation des métiers techniques et personnels en Guinée. Nous célébrons bien plus que des victoires. Nous célébrons le talent, la créativité, l'innovation, le travail acharné et l'excellence. Chaque candidat a démontré qu'avec de la passion, de la détermination et de la persévérance, il est possible de repousser les limites et d'inspirer toute une génération. Vous devez désormais être des ambassadeurs de l'excellence et des modèles pour la jeunesse. Ça fait plaisir de voir les jeunes se mobiliser afin de promouvoir, professionnaliser un secteur qui est très peu encadré, à savoir le secteur du BTP. Surtout que vous voyez que nous avons un pays qui est en chantier, donc c'est un secteur prometteur où il peut y avoir beaucoup d'emplois, faciliter ainsi l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au-delà de la remise des distinctions, la cérémonie a été ponctuée par deux panels d'échange consacrés au rôle stratégique des métiers du BTP dans le développement durable et la construction de la Guinée de demain. Dans l'actualité toujours, autonomisation des femmes, on met le curseur sur l'étuvage du riz. Avant les activités pratiques, place à la formation des groupements féminins. Ça se passe à Kolaboui, préfecture de Bokeh. Younoussa Tawel Kamara, correspondance. Nous sommes dans le district de Ouamonou, dans la sous-préfecture de Kolaboui. Ici, les femmes réunies en groupement bénéficient d'une formation en technique de tuvage de riz paddy. C'est dans le cadre du projet de développement de la chaîne de valeur du riz. Les formatrices sont mises à contribution pour leur expliquer le processus d'étuvage, notamment le choix des riz, la transformation, la conservation et la commercialisation des riz paddy. Ce travail est parfois délicat mais très simple. Ça concerne d'abord la propriété. Nous lavons le riz avant de le mettre dans les fûts d'étuvage. Après quelques minutes, le riz est prêt et on procède au séchage. Ce projet de développement de la chaîne de valeur du riz est financé par la BID et la BADEA. Il est piloté par le Programme alimentaire mondial et mis en œuvre par l'ONG, la Maison guinéenne de l'entrepreneuriat. Des sessions pratiques de formation aux techniques de transformation améliorées et de commercialisation seront dispensées en langue locale pour une appropriation maximale des acquis dans les communes de Kolaboui et de Kamsara-Bokeh. Le deuxième axe est pour structurer et dynamiser les circuits de commercialisation du riz local. Pendant ces sessions, les participants apprendront des techniques améliorées d'étuvage du riz, les bonnes pratiques de séchage et de contrôle qualité, les méthodes modernes de conditionnement et de commercialisation, ainsi que les notions essentielles de gestion simplifiée et d'entretien des équipements.
Ces femmes, issues de plusieurs groupements agricoles des sous-préfectures de Kolabui et de Bintimodia, comptent démultiplier la formation dans leurs localités respectives en vue de valoriser le riz paddy très prisé dans les familles. Au chapitre culture, le patrimoine national est sur le point d'être répertorié. Un programme de recensement vient d'être activé, je vous le disais en début de journal. Le Centre d'innovation, de recherche et de développement est mis à contribution. Objectif, sauvegarder le patrimoine culturel national pour les futures générations. Ousmane Ba. L'événement marque le lancement officiel du programme national de recensement, de documentation et de numérisation du patrimoine culturel guinéen. Une initiative destinée à préserver et valoriser notre identité dans toute sa diversité. Le projet est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et le Centre d'innovation, de recherche et de développement, CIRD. Nous documentons ces archives, pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour nos enfants qui ne sont pas encore nés. Donner à la jeunesse la connaissance de son histoire, c'est lui offrir des racines assez solides pour porter de grandes ambitions. Un jeune qui sait d'où il vient avance avec le monde d'aujourd'hui avec une assurance que rien ne pourra le retirer. Voilà le plus bel héritage que nous puissions léguer, non pas seulement des monuments et des archives, mais une conscience claire de ce que nous sommes. La cérémonie mobilise autorités, partenaires techniques et financiers, chercheurs et acteurs culturels. Au menu, la signature d'une convention entre le Centre d'innovation, de recherche et de développement CIRD et l'Académie des sciences de Guinée. Comment bâtir une stratégie nationale si nous ne savons pas avec précision d'où venons-nous et quelles richesses nous devons préserver? C'est précisément à cette lacune que répond ce programme. Notre ambition est simple, mais elle est immense. Construire la première mémoire scientifique et numérique du patrimoine guinéen. Une mémoire qui appartient à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes. Une mémoire construite avec les communautés. C'est d'ailleurs aussi le moment de remercier les coordinations régionales qui sont dans cette salle. Une prestation artistique vient égayer l'atmosphère, montrant la richesse et la diversité culturelle guinéenne. Un héritage qui va être préservé pour les générations futures. Cerise sur le gâteau à la page sport, un tournoi est organisé pour affermir les liens de fraternité. La capitale française abrite la compétition à Paris. On enregistre la mobilisation de la diaspora. Robert Silitolno, Alia John Keita. La 5e édition du tournoi de football dénommé DM Sport s'est tenue cette semaine au stade Jean-Bouin-Gagny dans la banlieue parisienne. Ces mini-tournois regroupent chaque année 8 équipes issues de quelques localités de notre pays, à savoir Bokeh, Farana, Kindia, Touba, Labé, Gawal, Menyikoure et Kankan. Des équipes réparties en 2 poules de 4. L'année dernière, ils étaient là. Cette année, il y a une canicule, il fait très chaud, mais ils sont quand même venus parce qu'ils n'oublient pas qu'ils sont guinéens. La solidarité est quelque chose d'important parce que c'est un tournoi caritatif pour les associations ADA et Ajika. On est tous là, heureux de se réunir, heureux d'être guinéens. En 6 éditions, c'est devenu le plus grand tournoi international africain, guinéen et le mieux organisé. Cette rencontre sportive est organisée par l'Association sportive et culturelle de Guinée, ASCFG. Objectif, accompagner l'action, développement, avenir et association des jeunes du Kakandé, 2 structures évoluant dans le domaine de l'humanitaire. Cet événement a plusieurs dimensions. La dimension associative qui nous permet justement de pouvoir financer nos projets. Donc toutes les personnes qui viennent ici contribuent justement à ces projets-là qui aident la Guinée, des projets dans le domaine de l'éducation. Ça me fait plaisir déjà de voir réunir toute la diaspora guinéenne en un seul endroit. Et en plus pour une bonne cause, parce qu'aujourd'hui, tous les fonds récoltés seront divisés entre 2 associations, Ajika et ADA, pour la construction d'une mosquée et une école. C'est par la remise du trophée à l'équipe de Bokeh, championne de l'édition précédente, que la cérémonie a pris fin dans une ambiance de fête et de convivialité.
Merci de l'estime sans cesse renouvelée. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.